Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Les rues de Paris étaient froides ce soir-là. Pas simplement fraîches, mais dures, coupantes, cruelles. Le genre de froid qui ne pique pas seulement la peau, mais qui pénètre les os, vous rappelant brutalement que vous êtes seul, sans abri, sans chaleur, sans personne. Février s'installait comme un souverain de glace, imposant sa loi dans chaque ruelle, chaque souffle, chaque silence. Les passants pressaient le pas, enroulés dans leurs manteaux de luxe, indifférents au monde qui frissonnait à leurs pieds. Les réverbères jetaient une lumière blafarde sur les trottoirs, dessinant des ombres longues et tristes. Sous un porche, entre deux immeubles haussmanniens au balcon en fer forgé, une fillette était recroquevillée. 12 ans. Une peau pâlie par le froid, les joues creuses, les cheveux emmêlés qui cachaient à peine son regard grand ouvert. Ses bras étaient serrés autour de son ventre, non pas par pudeur ou fatigue, mais par nécessité, la faim lui tordait l'estomac depuis 2 jours. Elle s'appelait Léa. Son manteau, troué par endroits, n'était plus qu'un souvenir de chaleur. Elle avait trouvé des gants dépareillés dans une benne, et ses baskets laissaient passer l'eau. Pourtant, malgré tout, elle restait là, droite dans sa dignité silencieuse. Depuis 6 mois, la rue était devenue sa maison. Elle en connaissait les règles. Ne pas attirer l'attention, ne pas faire confiance trop vite, et surtout, ne pas espérer. L'espoir, elle l'avait appris, est un luxe que les enfants perdus ne peuvent pas s'offrir. Chaque soir, elle se rendait discrètement derrière un grand restaurant gastronomique du 8 arrondissement. Là où les clients payaient plus de 100 € pour une assiette joliment décorée. Là où les serveurs jetaient les restes dans une benne encore tiède. Léa ne demandait pas la charité. Juste ce que les autres n'avaient pas voulu finir. Une croûte de pain. Une carcasse de poulet. Quelques pommes de terre oubliées. Ce qu'elle voulait, c'était survivre. Et rester invisible. Mais ce soir-là, tout allait basculer. Gabriel Delaunay sortit du restaurant par l'entrée principale, saluant brièvement le maître d'hôtel d'un signe de tête. Il portait un manteau de cachemire noir, taillé sur mesure. Ses cheveux poivre et sel étaient impeccablement coiffés. Il était l'image même du pouvoir tranquille, du succès silencieux. À 52 ans, il possédait des chaînes d'hôtels à travers le monde, des parts dans les plus grandes entreprises de médias, et l'oreille du président. Il était respecté, redouté, envié. Mais jamais heureux. Son regard était vide, distant. Il avait ri pendant le dîner, oui, mais par politesse. Il avait serré des mains, échangé des anecdotes de voyage, évoqué des chiffres, mais son cœur, lui, restait enfermé derrière une muraille invisible. Son chauffeur attendait devant la berline noire, portière ouverte, moteur allumé. Il allait y monter. Mais alors qu'il passait près d'une ruelle sombre, une voix s'éleva, fragile, tremblante, presque irréelle. « Monsieur, vous n'auriez pas un petit reste, s'il vous plaît ?» Gabriel s'arrêta, comme frappé par une onde. Il tourna lentement la tête. Dans l'ombre, entre 2 sacs poubelles, il vit la petite silhouette recroquevillée. Les yeux immenses, sombres, presque luminescents dans la nuit. Les joues creusées. Les lèvres bleues de froid. Un frisson le traversa, pas de peur, mais de mémoire. Quelque chose, dans ce regard, le bouleversait. Il s'apprêta à détourner les yeux. Mais un détail le figea. Autour du cou de l'enfant, suspendu à une chaîne usée, brillait faiblement un médaillon. Un pendentif ovale, argenté, orné d'une pierre bleue. Gabriel sentit son cœur se contracter. Il le reconnaissait. C'était un bijou qu'il avait fait créer 20 ans plus tôt, dans une bijouterie confidentielle du Marais. Un modèle unique, une pièce qu'il avait offert à sa sœur cadette, Marie, peu avant qu'elle ne disparaisse de sa vie. Il fit un pas vers l'enfant, la gorge nouée. Ce collier, où l'as-tu eu ? La fillette recula légèrement, sur la défensive. C'était à ma maman, répondit-elle d'une voix basse. Elle me l'a donné avant de disparaître. Gabriel sentit le sol basculer sous ses pieds. Il s'agenouilla, lentement, douloureusement. Le monde autour de lui s'effaçait. Il n'entendait plus le bruit des voitures, ni les conversations, ni même sa propre respiration. Seul ce pendentif existait. Ce regard. Ce visage. Il murmura, presque dans un souffle. « Comment s'appelait ta mère ?»« Léa. » L'enfant hésita, puis dit
Marie. Marie de Launay, J. E. Croix. Elle m'a dit de ne jamais l'oublier, même si on changeait de nom. Un hoquet silencieux secoua Gabriel. Il posa une main tremblante sur son cœur. C'était elle. C'était sa sœur. Et cet enfant, là devant lui, c'était sa nièce. Il tomba à genoux, dans la neige sale de Paris, les yeux noyés de larmes qu'il n'avait pas versées depuis 20 ans. Gabriel prit Léa chez lui ce soir-là, sans la moindre hésitation. Il ne consulta ni son majordome ni ses conseillers. Il ne pensa pas aux articles de presse, ni aux réactions de son entourage. Tout cela était devenu soudainement insignifiant. Ce qui comptait, c'était cet enfant, le dernier souffle vivant de sa sœur disparue. Il la prit dans ses bras, légère comme une plume, glacée comme une pierre. Et il la ramena dans son hôtel particulier, perché sur les hauteurs de Montmartre. La bâtisse, austère et silencieuse, surplombait la ville comme un navire figé dans le temps. Là où tout était habituellement contrôle, ordre, cérémonial, quelque chose de nouveau s'introduisait, la fragilité, l'urgence, l'amour désarmé. Il fit couler un bain chaud pour Léa, parfumé aux huiles qu'il avait oubliées depuis longtemps. Elle tremblait en y entrant, comme si elle ne croyait pas avoir le droit à tant de douceur. Gabriel tourna la tête pour lui laisser un peu d'intimité, puis alla chercher de quoi la nourrir. Dans la cuisine, il demanda à son chef de nuit une simple soupe, du pain frais, du fromage, des fruits. Pas de plat luxueux, pas de mise en scène. Juste de la nourriture, honnête, réconfortante, pour une enfant qui avait trop longtemps mangé dans l'ombre des bennes à ordures. Puis, lorsqu'elle eut mangé, lorsqu'elle s'endormit dans une chambre d'amis au drap de lin immaculé, Gabriel s'assit près d'elle, sur un fauteuil en velours. Il resta là, sans dire un mot, pendant des heures. Le tic-tac régulier de l'horloge résonnait comme une comptine funèbre. De temps en temps, il essuyait une larme. Il regardait Léa, et il revoyait Marie. Sa voix, son rire, sa colère aussi. Et surtout, son regard blessé, qu'il n'avait pas voulu affronter. Il avait tout. L'argent, le pouvoir, les honneurs, les appartements dans plusieurs capitales, les dîners avec les plus grands. Mais dans le silence de cette chambre, il ne pouvait plus fuir l'échec fondamental de sa vie. Il n'avait pas su protéger sa propre sœur. Il avait été trop fier, trop occupé, trop convaincu d'avoir raison. Il avait voulu imposer des choix, des chemins, des hommes. Elle l'avait fui. Et il ne l'avait pas cherché. Pas vraiment. Il avait enterré sa culpabilité sous le travail, les voyages, les discours. Mais maintenant, sa fille dormait dans sa maison. Et rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours suivants, il engagea les meilleurs détectives. Il fit rouvrir de vieux dossiers, retrouva des registres oubliés, interrogea d'anciens employés sociaux. Peu à peu, le puzzle se reconstruisit. Marie avait fui une relation violente. Elle avait trouvé refuge dans un foyer à Lyon, puis à Clermont-Ferrand. Elle avait changé de nom. Elle avait élevé Léa seule, dans la dignité, malgré la précarité. Jusqu'au jour où une infection banale, mal soignée, l'avait emportée dans un hôpital rural. Personne n'avait su qui elle était. Aucune famille n'avait été prévenue. Gabriel lut le rapport médical les mains tremblantes. Il pleura de nouveau, cette fois dans la solitude de son bureau. Il pleura pour Marie, pour Léa, pour ce qu'il aurait pu faire, pour tout ce qui était trop tard. Mais il lui restait une chose à accomplir, prendre soin de cet enfant comme il aurait dû prendre soin de sa mère. Léa ne comprenait pas tout, mais elle sentait. Elle sentait que sa vie changeait, que l'air dans cette maison était différent de celui des foyers. Elle avait peur, parfois. Mais il y avait aussi de la lumière, des attentions nouvelles. Des choses simples mais précieuses, un repas chaud, une couverture moelleuse, une voix douce qui demande « As-tu bien dormi ?» Gabriel s'occupa d'elle avec une douceur qu'il ne s'était jamais autorisé à offrir à quiconque. Il engagea un psychologue pour enfants, pas un de ces experts froids, mais une femme chaleureuse, qui savait écouter. Il inscrivit Léa dans une école réputée, où il insista pour qu'elle soit accompagnée avec tact et patience. Il lui acheta des vêtements, des livres, un petit chien qu'elle appela Oscar. Mais surtout, il lui offrit quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, de l'écoute, du respect et une présence constante. Léa était vive, curieuse, drôle. Elle posait 1000 questions sur tout. Elle voulait comprendre la bourse, la météo,
la politique, les étoiles. Elle riait souvent, d'un rire cristallin qui réchauffait les murs froids de la maison. Elle ramenait la vie là où il n'y avait eu que des échos. 1 an plus tard, lors d'un gala caritatif qu'il organisait dans les salons dorés de l'hôtel Delaunay, devant des centaines d'invités et les caméras, Gabriel la présenta au monde. Il ne lut aucun discours. Il prit le micro et dit simplement « Voici ma nièce, Léa Delaunay. Elle a changé ma vie. Et elle me rappelle chaque jour ce qui compte vraiment. » Un silence ému parcourut la salle. Certains se tournèrent, intrigués. D'autres essuyèrent une larme discrète. Léa, dans sa robe bleue, le même bleu que le médaillon, serrait la main de son oncle. Elle ne savait pas encore tout ce que cela signifiait. Mais elle sentait, au fond d'elle, qu'elle venait de renaître. 10 ans ont passé. Et dans le vaste bâtiment de pierre claire situé au cœur du 9 arrondissement de Paris, une plaque discrète indique « Fondation Marie et Léa Delaunay pour les enfants sans voix ». À l'intérieur, les couloirs résonnent de rires, de pas pressés, de chuchotements d'enfants, de conversations pleines d'espoir entre éducateurs et adolescents abîmés par la vie. À leur tête, une femme jeune, charismatique, déterminée. Léa. Léa Delaunay n'a plus 10 ans, mais 20. Elle dirige cette fondation avec la maturité de celles et ceux qui ont connu l'absence, la faim, le froid, et qui savent que la survie ne suffit pas, qu'il faut aussi apprendre à exister. Elle est élégante, sans ostentation. Forte, mais douce. Sa voix est calme, assurée. Elle écoute plus qu'elle ne parle. Elle regarde chacun dans les yeux. Elle ne juge jamais. Elle porte toujours autour du cou le médaillon. Ce petit objet doré, usé par le temps, posé sur sa peau comme une promesse tenue. Lorsqu'un journaliste, lors d'une interview pour un grand magazine philanthropique, lui demande pourquoi elle s'attache autant à ce bijou sans valeur apparente, elle sourit, puis répond simplement. C'est le cœur de ma mère. Et le fil qui a guidé mon oncle vers moi. Cette phrase, elle l'a dite des dizaines de fois. Mais chaque fois, elle sent sa gorge se serrer légèrement. Parce que ce fil-là, ténu, presque invisible, a été son ancrage, sa preuve d'existence. Un simple pendentif. Un détail. Et pourtant, le tournant de sa vie. Gabriel, lui, est désormais un vieil homme. Ses cheveux sont blancs, ses gestes plus lents. Mais son regard est serein, allégé du poids de l'ambition solitaire. Il n'est plus à la tête de l'empire Delaunay. Il a passé la main, volontairement. Il a choisi de consacrer les dernières années de sa vie à ce qu'il a trop longtemps négligé, l'humain. Chaque matin, on le voit arriver dans les locaux de la Fondation, vêtu sobrement, un carnet à la main. Il salue chaque enfant par son prénom. Il répare un jouet, lit une histoire, règle une chaudière. Il est là, dans l'ombre, avec l'humilité de ceux qui ont trop brillé. Il refuse les interviews, fuit les caméras. Il veut simplement être là, et servir. Il a enfin trouvé la paix. Il y a quelque chose de sacré dans le lien qui unit désormais Léa et Gabriel. Ce n'est pas un lien de sang, ni même de devoir. C'est un lien né de la douleur, du pardon, et d'un choix mutuel de ne plus fuir l'amour. Et tout a commencé par un simple détail. Un médaillon. À peine visible, battant doucement contre la poitrine d'une fillette recroquevillée sur un trottoir parisien. Ce petit objet, autrefois souvenir d'un passé brisé, est devenu la clé d'une renaissance. Il rappelle que parfois, dans une ville aussi vaste et indifférente que Paris, une main tendue suffit. Une seule. Un geste sans intention calculée. Et un cœur longtemps fermé peut s'ouvrir.